Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire du Conseil Regen. Aujourd'hui, nous allons vous restituer une étude qu'on a réalisée sur les pratiques RH à visée régénérative. C'est un travail qui a été réalisé en coopération avec 9 représentants de cabinets de conseil, consultants, des RH, des fonctions support et des fonctions métiers. Et 3 d'entre nous vont vous partager les résultats aujourd'hui. Donc, au programme, on va vous présenter ce qu'est Conseil Regen, notre définition de ce terme, les pratiques RH à visée régénérative ou pratiques régénératives des RH, pour nous c'est égal. Puis nous aborderons l'étude, sa méthode, ses résultats, vos questions, et vous partagerons comment aller plus loin avec vous sur ce sujet qui nous passionne particulièrement. Et pour commencer, pourriez-vous partager dans le chat ce que ça évoque pour vous ce terme des pratiques régénératives des RH? On est curieux d'avoir votre retour sur ce terme. Et puis, ça nous permet de laisser un peu de temps pour que les participants nous rejoignent à cette heure matinale. Effectivement, antonyme du burn-out, c'est pas mal quelquefois de définir les choses par leur contraire, et quelquefois le contraire est plus explicite que l'inverse, donc c'est intéressant. Mm. Et il y a bien la notion de renouvellement dont on va parler tout à l'heure, Sophie, je crois. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Alors pour certains, vous demandez bien ce que ça veut dire quand même, j'ai l'impression. Pratique régénérative des RH. Oui, c'est d'ailleurs rassurant parce que cette terminologie est assez particulière tout de même. C'est pas dans Mm. l'usage commun et dans le vocabulaire commun. À ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de faire un petit temps d'inclusion en demandant ce qu'évoque le terme pratique régénérative des RH dans le chat. Bonjour Stéphane, Valérie. Merci Valérie. Mais on retrouve un certain nombre de notions que nous allons développer un petit peu dans ce webinaire. Encore une minute et on commence après. Romain, c'est comme tu veux pour enchaîner sur la suite. Eh bien, on commence. Peut-être que Conseil Regen, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une communauté d'une trentaine de cabinets de conseil qui est née au sein de Syntec Conseil et qu'on salue. Et l'histoire, elle a commencé en 2023 quand la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, a lancé un parcours dédié au métier du conseil et des études. Et une trentaine de cabinets pionniers s'y sont engagés. On a publié un manifeste, un livre blanc, une charte du conseil régénératif avec 19 engagements très forts qu'on a signés. Le constat de départ était limpide, hein, c'est que on est à la fois des entreprises avec nos organisations à gérer, mais on est aussi des prescripteurs. Et on a l'oreille des dirigeants, on travaille avec de nombreuses entreprises et ça nous confère un rôle particulier d'accélérateur et, pour dire les choses, aussi une responsabilité dans la bascule vers une économie régénérative.
Voilà. Et la deuxième conviction, c'est qu'on ne peut pas y arriver tout seul, d'où cette idée assez inédite dans un secteur qui est souvent vécu comme très concurrentiel, bah, c'est de mettre en commun des outils, des réflexions, des méthodes et un langage partagé. Et en 2024, le Conseil Regen est né. On salue Laurie et Carla qui nous aident beaucoup, parce que ça, c'est beaucoup de travail. Et puis, la raison d'être de Conseil Regen, c'est d'embarquer toute la profession pour contribuer à transformer l'économie vers des modèles régénératifs. En 2025, on a commencé à travailler et en 2026, c'est maintenant, il y a un certain nombre de productions qui sortent, de webinaires, et aujourd'hui sur les richesses humaines. Et puis, dernier mot, Conseil Regen, ça s'inscrit dans un contexte qui est encore un peu plus large. La CEC, je l'ai cité, qui est à l'origine de tout, mais on passe aussi un bonjour fraternel à tout plein d'autres acteurs qui contribuent, Genact, le C3D, Nous sommes vivants, Regen School et bien d'autres. Et en fait, tout ça pour dire qu'on partage la même conviction qui est que la transformation, elle peut se faire qu'en écosystème. Donc nous, on est écosystème de profession dans un écosystème plus large. Et voilà. Euh, Peut-être sur la suite, Laurie. Pour dire comment on s'organise et comment on contribue au sein de Conseil Regen. Concrètement, on s'organise en groupe de travail, en GT, on ne se refait pas, sur différents thèmes. Un thème roadmap régénératif qui a déjà donné lieu à un webinaire le mois dernier. Je vous engage à aller voir le replay, c'est vraiment hyper intéressant et c'est le cadre global. Un GT mesure d'impact qui fera un webinaire dans le printemps un peu plus tard. Et puis, des groupes de travail offrent pour des communs et un observatoire, mettre en commun, faire de la veille ensemble, c'est tout à fait clé. Aujourd'hui, on est dans le GT Richesse humaine et on va vous partager le résultat de notre travail. Et je passe la parole à Sophie pour nous présenter le cadre de l'étude. Ah non, d'abord, qu'est-ce que c'est que la RH à visée régénérative? C'était une des questions que vous posiez dans le chat. Ça arrive à point nommé. Tu es en mute, Sophie. Micro. Ça va être mieux comme ça. Donc, entrons dans le cœur du sujet. Effectivement, dans le conseil et les métiers de service en général, les RH constituent le moteur même des entreprises. Le métier repose avant tout sur une chose, les femmes et les hommes qui accompagnent leurs clients. Alors, comme on a pris du temps, ce temps d'avance, comme beaucoup d'autres entreprises, mais en tout cas d'aller vers le régénératif, on souhaite transformer aussi notre manière de prendre soin, se prendre soin de celles et ceux qui font vivre cette évolution. On les a dotés, en tout cas un groupe de travaille sur les dotés de ressources, de formation, donc tout ce travail de permettre d'avoir les connaissances et le savoir. Encore faut-il se dire, et finalement, comment on s'occuperait mieux de nos équipes. Donc c'est pourquoi on s'est inspiré du vivant et des pratiques régénératives pour les appliquer au RH. Donc on est vraiment sur cette approche-là, sur comment changer de paradigme. L'idée est simple, c'est de ne plus chercher à extraire toujours plus de valeur du travail, mais de la cultiver. C'est de créer des conditions pour nourrir les talents, pour les faire grandir, pour leur permettre de effectivement se renouveler, pas dans le sens de les remplacer évidemment, mais se renouveler, apprendre en permanence, grandir, dans des environnements durables, résilients, vivants. Et dans cette logique, il y a 3 priorités qui nous ont guidés. C'est la coopération, l'inclusion et le bien-être. Et donc, vous le savez, vous qui êtes du secteur du conseil ou qui travaillez avec eux, notre secteur fait face à des défis majeurs. L'attractivité des métiers, notamment auprès des jeunes, la réputation du secteur du conseil, mais aussi l'impact de l'IA et de l'IA Gen sur le travail, cette exigence d'excellence
pour aider nos clients aussi à avoir ce temps d'avance et à anticiper les mouvements ou à réagir par rapport à un monde fluctuant et qui va vite. Et parfois aussi, eh bien, on fait face à un défi qui est la surcharge, et donc les risques psychosociaux, la santé mentale, ce qui peut toucher les individus. Donc des défis majeurs quand même dans le secteur du conseil. Donc on s'est dit, voilà, on a une responsabilité à creuser ce sujet. Et pour vous partager un dernier point, c'est que notre ambition, là, elle est vraiment double. Elle a pour objectif de mieux répondre aux attentes des individus, mais aussi d'équiper nos équipes dans ce monde qui change profondément sur le plan environnemental, social, technologique, et qu'on souhaite accompagner vers un cap régénératif. Donc forcément, inside out, comme disait Will Schutz, mais en tout cas mieux répondre aux attentes et permettre d'oser, d'accompagner ce changement profond pour l'entreprise et pour les clients. Donc, si cette approche est essentielle pour le conseil, elle est bien aussi pour d'autres secteurs. Merci à tous les contributeurs et ceux qui sont présents, qu'on est dans une relation de service, qu'on est en relation avec d'autres. Et donc, je vous laisse maintenant profiter de la restitution. Je vais passer la main à Emmanuel, qui va maintenant nous parler de l'étude de sa méthode, des contributeurs et de comment on a lancé ces chantiers. Merci Sophie et Romain. Donc en quelques mots, comme aussi bien Romain que Sophie vous l'ont dit, notre parcours était assez original parce qu'au départ, nous étions 9 cabinets à travailler ensemble et il a fallu s'apprendre, se connaître. On était d'endroits un peu différents, de nature de cabinets différents. Donc on a passé un certain temps à élaborer le cadre de notre réflexion, à se connaître et à voir quelles étaient nos ambitions. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, quand on conclura cette séance, que nos ambitions, ce show must go on. En fait, on est vraiment dans une logique de cheminement et aujourd'hui, c'est le starting point. On a défini les pratiques RH que vient à visée régénérative, que Sophie vient de vous expliquer. Ensuite de cela, on a réalisé un guide d'entretien. Ça a été un peu le pivot, le centre de notre réflexion. C'est un guide d'entretien construit en 8 thématiques. On va vite passer en revue maintenant. Et avec un certain nombre de questions sur chacune des thématiques afin d'orienter les réflexions, les débats et collecter de l'information et des bonnes pratiques. On a listé un certain nombre d'entreprises qu'on cherchait à rencontrer. En général, on visait les entreprises essentielles, enfin, pas mal du conseil. Comme vous voyez, il y en a 17 à côté, là, sur la partie droite du chart. Et puis, hors conseil, on a pu en interroger 8 ou 9. De telle sorte que l'on puisse aussi avoir la vision de certains de nos donneurs d'ordre, nos clients, qui sont des entreprises de taille importante et qui font déjà beaucoup de choses. On a conduit ces entretiens, on a procédé à l'analyse de ce que nous avons collecté comme données. Et aujourd'hui, c'est important que vous l'ayez à l'esprit, on a pris le parti en fait de brosser un petit état des lieux sur les 8 thématiques. On aurait pu en choisir quelques-unes et approfondir et passer du temps dessus. On a décidé plutôt de brosser les 8 puisque nous sommes réellement conscients qu'on démarre un chemin. Derrière, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Ça nous paraissait mieux que vous ayez une vision, même assez rapide et synthétique, parce qu'on est contraint par le temps, de chacune des thématiques. Laurie, on peut regarder les thématiques. Donc, elles sont au nombre de 8, comme vous l'aviez vu dans l'annonce. Il y en a donc, vous le lisez, à chaque fois, en fait, on part d'une situation qui est une situation de bonne pratique, de travail normal, voilà, jusqu'à aller un cran plus loin, voire quelquefois plusieurs crans plus loin. Donc, par exemple, la santé et la sécurité, jusqu'à une qualité de vie au travail améliorée. Quand on parle de formation, on parle d'employabilité, de développement des collaborateurs. Je me souviens enfin, je ne vais pas y revenir maintenant, ça va être trop long, mais il y a toujours la possibilité de cranter plus loin. Dans une logique vraiment de responsabilité. On a clairement une question éthique, mais dans une logique de responsabilité. On parle de consultation à la co-construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots, mais qui revêtent une réalité pratique et concrète. Nous allons parler aussi de la gestion de la rémunération, du partage de la valeur, du management, de la performance, jusqu'à parler plus du management régénératif, la mixité, et aller jusqu'à la diversité, à l'inclusion, le recrutement en allant jusqu'à la gestion de l'image de l'employeur, et puis le dialogue social. Le dialogue social est souvent pour un dirigeant quelque chose d'un peu compliqué à appréhender, et souvent en fait on peut le retourner dans des contributions fortes pour l'entreprise. Voilà.
Nous avons ces 8 thématiques, je les ai brossées rapidement. Maintenant, on va, Sophie, Romain et moi, vous les présenter rapidement. Encore une fois, nous sommes dans un temps un peu contraint, donc on va les brosser de telle sorte que vous ayez une idée de ce dont on parle. Quand on parle de santé et de sécurité au travail, il faut savoir que les entreprises qu'on a interrogées ont réellement, fondamentalement, estimé que la santé des salariés était un actif pour l'entreprise. C'est pas un devoir, parce qu'on sait que c'est le devoir premier d'un employeur, c'est de protéger la santé de ses salariés, c'est son devoir pénal, je dirais sa responsabilité pénale. En l'occurrence, ils sont allés vraiment très loin en disant ça fait partie de l'actif de l'entreprise. Et nous avons tout un ensemble de sujets à brosser. Vous voyez sur votre chart, et ils seront composés à chaque fois de la même manière. Vous avez un certain nombre de pratiques et puis on fera sans doute des focus. Alors là, avec le temps limité, mais on fera des focus sur des pratiques particulièrement originales. Euh, la mise en place de processus d'identification et d'écoute des signaux faibles, des difficultés que peuvent rencontrer nos collaborateurs. Ça devient un but en soi. Ce n'est pas un moyen, c'est quasiment un but en soi que de bien identifier régulièrement et d'écouter à travers soit des plateformes, soit des entretiens en 2 à 2 assez fréquents, soit une fois par an, soit avec la RH ou sur la RH. Il y a plein de dispositifs qui ont été inventés par les entreprises qu'on a consultées et qui rendent extrêmement concrètes les choses et qui surtout, et ça c'est très important, et on parle souvent de RPS dans le monde du conseil, qui surtout rendre ce sujet, ce n'est pas un tabou. On le met sur la table et on en parle de manière claire et décomplexée. Et on assume que ça peut être un sujet. Les formations le montrent bien, des formations aux managers pour déceler les signaux faibles, par exemple. Des formations obligatoires pour les nouveaux arrivants sur les RPS, avec quelquefois des recyclages, qui sont vraiment mis en place comme étant des fondamentaux de la politique ressources humaines. On va parler pas mal de co-construction, donc je vais aller rapidement là-dessus, puisque c'est un sujet que vous allez retrouver dans d'autres thématiques. Il existe aussi tout un ensemble d'outils qui ont été mis en place pour essayer de suivre la santé au travail, alors soit à travers des baromètres, avec des sortes d'indicateurs un peu mixtes sur l'engagement, sur la motivation, sur la compréhension de la stratégie, etc. Où on sait que quand on comprend là où on est, ben, c'est déstressant, on comprend mieux les réponses, donc ces outils-là. Mais il peut aussi y avoir des outils externes où on mesure régulièrement dans quel état d'esprit nous sommes, dans quel état. Et ces informations, elles transitent de manière anonyme, de telle sorte que les responsables de l'entreprise ont une capacité à avoir une sorte de tableau de bord qui leur indique l'état de santé mentale ou de stress ou de risque qui peut exister, et ce de manière régulière. On a visé deux sujets qui sont particulièrement intéressants. Alors, l'intervention de tiers relais est un point important aussi, puisqu'on se rend compte que les managers ont un nombre de sujets à porter qui est très très important. Il y a un certain nombre de cabinets ou d'acteurs non conseils ont estimé qu'il fallait que des tiers soient là aussi pour aider le manager ou aider surtout le collaborateur à exprimer un certain nombre de soucis, de préoccupations. Ici, il y a des sujets intéressants et on le creusera plus tard. C'est la question de la relation à la vie privée et à la vie professionnelle. Souvent, on parle de déconnexion, donc ça, c'est un point, bon, on n'a pas besoin d'y revenir, mais il existe aussi des cas où le collaborateur, il arrive avec ses valises personnelles. Et certaines entreprises ont pris le parti d'ouvrir des débats là-dessus, mais avec des tiers relais. Ça peut être des tiers internes qui sont formés qui sont suivis par la DRH d'ailleurs dans certains cas, ou ça peut être des tiers externes où il est fait appel à des coachs entre guillemets ou des accompagnants externes où le collaborateur peut livrer un peu ses préoccupations. Comme je le disais, et je finis là-dessus, deux pépites qu'on a appelées des pépites entre nous, le fait qu'un cabinet a modélisé complètement le parcours de son collaborateur comme le parcours client, et on sait qu'on modélise des parcours clients pour le suivre, pour apporter de la valeur, pour lui proposer des offres, pour augmenter sa satisfaction, eh bien, il y a des parcours collaborateurs très concrètement qui ont été mis en place exactement sur la même logique. Et puis, dans le cadre des sociétés à mission, je suis certain que certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous connaissent le sujet, qui vont mettre des engagements sur la santé du collaborateur dans les statuts de l'entreprise. Et ça, c'est très fort, parce que les statuts de l'entreprise, c'est les racines même de son existence, avec sa raison d'être. Et tout un ensemble de choses sont mises autour de ces engagements, à travers des organismes tiers indépendants qui vont les auditer, mais aussi à travers des comités missions qui vont aussi instruire des réflexions sur la santé des collaborateurs. Voilà, je m'en tiens là sur ce sujet-là, mais on se rend compte et en allant plus loin qu'il y a des pépites un peu partout dans un certain nombre d'entreprises et ça vaut qu'elles soient partagées.
Romain, je te passe la main pour le deuxième sujet. On continue notre route avec le deuxième point de la formation à l'employabilité, au développement des collaborateurs. Et là, les trois mots sont importants. Évidemment, formation qui est pas une nouveauté, quelque chose qui est central dans toutes les entreprises, mais bien le relier à l'employabilité, au développement des collaborateurs tout au long de la vie. Et finalement, ça fixe un chemin. L'idée, c'est vraiment de dépasser la formation comme une obligation réglementaire pour en faire un contrat de réciprocité entre l'organisation et ses talents et d'aller vers une approche plus holistique qui renforce les compétences, l'adaptabilité, les perspectives de carrière. On se dit que c'est comme ça qu'on aura des organisations plus vivantes et plus résilientes dans le temps face aux chocs qui pourraient arriver dans les années à venir. Et c'est vrai que tous les acteurs qu'on a rencontrés ont fait émerger une sorte de conviction qui est que nous, entreprises, on récupère des femmes et des hommes qui ont des talents, qui ont déjà un parcours avant, au moins une formation, et notre responsabilité envers la société qui a formé ces individus, c'est de les cultiver et de les garder ou de les rendre à la société encore un peu plus riches de compétences et de talents. Et ça vient s'appuyer sur un certain nombre de grands messages. D'abord, la responsabilisation, en se disant qu'en termes de formation, le collaborateur doit devenir encore davantage acteur de son propre parcours et pas un consommateur de formation ou pas un objet, mais bien un sujet de son propre devenir. Et pour ça, cultiver cette agentivité dans le processus de formation, ça peut passer par des pratiques qui sont très concrète, demander à chacun d'analyser ses besoins avec certains modèles où on peut exprimer ses besoins, les partager avec des pairs et ensuite construire l'enveloppe de budget partagé en fonction des besoins qui ont été exprimés. C'est exprimer des vœux et aussi des compétences sur lesquelles on a moins envie de travailler dans les années à venir. L'agentivité, c'est aussi faire des choix. Et puis, ça permet une personnalisation des parcours avec cette idée que pour s'épanouir dans le temps, pour fleurir dans toutes ses compétences, il faut personnaliser les parcours. Alors, avoir des logiques de base, c'est tout ce qui est commun dans la formation, mais au fur et à mesure de la carrière, développer des dispositifs qui sont plus particuliers, qui sont plus orientés vers la personne. Et les exemples qui nous étaient donnés, c'était du coaching individuel à mi-carrière ou des dispositifs de type 360 ou de revues par les pairs qui permettent de dessiner des parcours particuliers. L'autre message, c'est évidemment l'acculturation aux enjeux de régénération. Et là, c'est un peu le sujet dans le sujet, en se disant que la RSE ou les enjeux de régénération, ils ne doivent plus être un module au bout d'un processus de formation, mais bien irriguer l'ensemble des savoirs et des pratiques qui sont passés et de le faire de manière systématique en faisant en sorte que chaque collaborateur, chaque agent, chaque consultant soit capable de penser son métier à travers le prisme des limites planétaires et de la régénération. Et on pense que c'est fondamental d'intégrer ça de manière tout à fait transversale. Il peut y avoir plusieurs manières, par la formation, par le compagnonnage, par la sensibilisation, mais en tout cas, avoir plein de moments partout où on passe les mêmes messages, c'est un enjeu en soi. Troisième message, des compétences humaines et soft skills, transmission. On se dit qu'une entreprise régénérative ou à visée régénérative demain, elle doit investir dans ses compétences et ses soft skills on doit aussi aller au-delà des connaissances métiers techniques et investir très tôt puis tout au long de la carrière sur ces dimensions qui nous semblent importantes et qui permettent aussi une transmission structurée entre les générations, entre les personnes qui rejoignent une entreprise avec une première carrière ou de générations très très différentes. Et cette transmission, elle est structurée dans les entreprises que l'on a étudiées de manière très différente, mais elle nous semble très très clé. Et puis peut-être
pépite autour de l'entrepreneuriat ou le dispositif plan B, qui est de se dire comment l'entreprise peut dégager jusqu'à 80% du temps sur un projet particulier, un collaborateur pour développer quelque chose qui lui tient à cœur, qui rentre dans les objectifs de l'entreprise et qui va vers notre cap régénératif. Finalement, c'est un peu ce qu'on fait avec le Conseil Regen en participant à ces groupes de travail, mais en structurant de telles démarches, on libère de l'énergie au service du régénératif. Et puis, le dernier point, c'est la formation, c'est pas simplement recevoir, c'est aussi donner, mettre les collaborateurs en capacité de pouvoir former les autres, former à l'extérieur, dans des écoles, à l'intérieur de l'entreprise, entre nos différentes entreprises. Là aussi, c'est un enjeu qui correspond bien à cette logique de responsabilisation et d'action par rapport à la formation. Je passe la parole à Emmanuel sur le D3. Alors, de la consultation à la co-construction, je voudrais simplement faire une petite parenthèse avant de continuer. Tout ce qu'on est en train de vous dire, et tout ce qu'on va continuer à vous dire, ce sont des choses que nous avons observées dans des entreprises. Ce qui est important, c'est de se dire que vous avez des collègues qui ont mis en place tout ou partie, alors souvent une partie quand même, de ces différentes indications que l'on vous donne. Et c'est intéressant parce que ça a un peu valeur de benchmark. Ça a valeur de benchmark dans le sens où on se dit, est-ce que où j'en suis par rapport à ces choses que Sophie et Romain et Emmanuel vous racontent. Nous l'avons pas inventé, nous l'avons structuré et collecté. Donc je ferme la parenthèse parce que je pense qu'à cette étape-là, c'est bien de se dire que ça existe et des entreprises ont fait ce choix-là. Et quand on parle de co-construction, vous allez voir que ce mot de co-construction, il apparaît dans pas mal de domaines. Ça a l'air même, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout, et je pense qu'on ira et on vous en communiquera les fruits, mais que ça fait partie, a priori, des piliers de cette régénération, cette co-construction, c'est travailler ensemble et co-construire. Ça remet en cause un certain nombre d'éléments de hiérarchie habituelle. Alors, on est déjà sur ce chemin-là depuis, je dirais, une dizaine d'années, mais on va quelquefois plus loin. Et la co-construction, elle est complètement modélisée. C'est-à-dire qu'on débat, on décide, on applique, et on revient sur ce qu'on a fait pour vérifier si ça roule bien. Et en général, on a toujours besoin d'y revenir, non pas parce que les décisions n'ont pas été bien prises, mais parce qu'on est dans un monde mouvant. Et il ne faut pas arrêter cette boucle un petit peu à haute fréquence dont on parle dans nos pratiques RH à visée régénérative. Grâce à cette co-construction, en fait, on peut aborder énormément de sujets. On peut aborder la santé au travail, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut aborder aussi les problématiques d'IA et d'IA dans nos métiers, que ce soit dans les métiers conseil ou ailleurs, en interne ou vers les clients. Et ce qui est très important dans la co-construction, dans ce qu'on a ressenti de nos témoins, c'est qu'il y a un livrable. Il y a une sorte de responsabilité de production. Il ne s'agit pas uniquement d'être sympa et de prendre l'avis de tout le monde et puis dire oui, je vais en tenir compte. Non, c'est beaucoup plus processé. C'est inscrit dans le marbre des codes du management. Il y a des sujets qui sont particulièrement sensibles et qui sont co-construits dans certaines entreprises. C'est notamment la gouvernance des dilemmes et des controverses. Nous sommes, nous, cabinets de conseil, parfois exposés à des questions sur le sens d'une mission, sur le fait que des recommandations ne sont pas suivies et on estime que c'est dangereux, ou dans la façon dont on va travailler ensemble, avec le client ou entre nous. Et il peut y avoir des questions et il faut savoir les mettre sur la table. Et ces cabinets-là travaillent dessus. De manière assez pratique. Alors certains prennent des positions totalement opposées, mais en même temps, l'esprit y est. Le droit de retrait, par exemple, certains cabinets poussent le droit de retrait, ou d'autres sociétés, mais poussent le droit de retrait. D'autres estiment ne pas vouloir prendre le droit de retrait comme pratique managériale, dans le sens où ça pourrait priver de communication et de discussion. Et donc on sent bien que ce sujet, il est posé sur la table et les organisations y réfléchissent, se disent comment on l'appréhende, et on l'appréhende et en toute transparence, on explique comment on va l'appréhender. Donc il y a ces boucles d'écoute qu'on a appelées boucles d'écoute à haute fréquence, ces fameux débats, décisions, applications, et puis on observe et on recommence. Il y a la question des co-constructions de la raison d'être et des engagements. Et effectivement, quand on parle de raison d'être et d'engagement, on revient à la notion de société à mission, mais même si on n'était pas sur les sociétés à mission, cette question se pose et c'est souvent très intéressant d'aller au fond auprès des collaborateurs pour co-construire ce qu'est la raison d'être de l'entreprise. Chacun a son histoire et a sa culture, et souvent c'est beaucoup plus puissant. Et puis il y a quelque chose qui est apparu dans pas mal de thèmes, qui est le mécénat de compétences.
les challenges intra ou inter-entreprises, on s'est rendu compte que ça avait des bénéfices un peu sous-jacents, mais assez puissants. Parce que là, en termes de co-construction, on peut être très fort. On se rend compte qu'on a du temps pour mobiliser son intelligence sur d'autres sujets que simplement celui de l'objet de l'entreprise. Et c'est souvent très, très bénéfique en termes de, pour le coup, régénération, parce que on continue à utiliser ses compétences et son énergie, son engagement sur d'autres sujets grâce à l'entreprise. Donc, on s'ouvre les chakras d'une certaine manière et on est bien souvent dans ces logiques de co-construction. Nous avions deux pépites et qui nous ont amenés à réfléchir à des choses encore plus profondément. C'est la co-construction comme méthode de gouvernance, et notamment, et on en parlera tout à l'heure, c'est l'holacratie, donc je ne vais pas y revenir mais tout de suite, mais on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ce sont des méthodes de management en groupe qui font que les collaborateurs peuvent passer de sujet en sujet, sujet transverse, de gouvernance, de management de l'entreprise, et ils sont intégrés dans des groupes de réflexion qui prennent des décisions et qui font avancer l'entreprise dans son entièreté. Et ça, c'est intéressant en termes de responsabilisation, et on se rend compte que on se trompe jamais en fait quand on donne la parole et on donne la main à un collaborateur. Et puis il y avait une autre expérience intéressante qui était l'hackathon. L'hackathon, alors ça on connaît la notion, mais l'hackathon avec des clients. Il y a un cabinet de conseil qui a organisé, j'en connais deux d'ailleurs dans ceux que j'ai interrogés, qui ont organisé des vraies séances de travail, mais d'une journée ou 2 journées avec un client pour co-construire les relations de demain. Là encore une fois, on sent bien que lorsque les parties prenantes sont toutes ensemble, on avance beaucoup plus loin et plus vite. Et c'est un investissement en temps, ça c'est clair, c'est un investissement en temps, mais qui vaut le coup. Sophie, je te passe la main pour la suite. Bien, merci. Alors là, on aborde le thème du partage équitable de la valeur, comment aller vers un partage équitable de la valeur. En fait, nous nous sommes posé une question simple, une question que tout le monde se pose, mais que finalement peu d'organisations osent vraiment traiter. Comment partage-t-on la valeur que nous créons ensemble? Pendant longtemps, la réponse a été simple, un salaire, une prime, parfois un bonus. Mais aujourd'hui, on a constaté que quelque chose est en train de changer. Les cabinets de conseil et entreprises que nous avons interrogés veulent aller plus loin. Et en tout cas, celles qui veulent aller plus loin commencent par regarder la rémunération autrement, non plus seulement comme un système de paye, mais comme un levier de transformation. Alors, pour que cela fonctionne, on a remarqué quelques prérequis, quelques conditions qui reviennent souvent, au nombre de trois principales. D'abord, la transparence. La transparence des règles de rémunération, sans tabou, sans malaise, parce que finalement, derrière une fiche de paye, eh bien, il y a une question de confiance. Et là, on dépasse les obligations réglementaires au 7 juin 2026 en application des obligations européennes. On va plus loin que ça avec un vrai partage pour créer cette confiance. La volonté d'être dans la transparence. Deuxième point, c'est ce que nous disent des RH et de cabinets de conseil et de grands groupes. Il y a un vrai effort de pédagogie à faire de la part des RH qui font beaucoup et souvent communiquent peu. Donc là, un vrai effort de pédagogie et de communication interne. Troisième point, former les managers. Former les managers aux enjeux de la rémunération, à la gestion de conversations qui peuvent être un peu difficiles, sensibles parfois, parce qu'ils vont être des ambassadeurs et contribuer à renforcer la crédibilité des décisions qui sont prises, la compréhension de la cohérence du modèle de partage de la valeur. Ces conditions sont donc un prérequis. Et concrètement, qu'est-ce que cela donne? Alors, vous avez beaucoup d'éléments. Je vous propose de m'écouter sur quelques points plutôt que de le lire, et vous aurez bien sûr le support. Donc, sur la partie gauche, je vais vous partager quelques belles pratiques à visée régénérative selon nous. La première, c'est que ces entreprises, eh bien, elles co-construisent les grilles salariales avec les métiers. Elles vont clarifier les rôles, les fourchettes de salaire, les critères d'augmentation. Et le résultat, c'est que les règles deviennent visibles et donc plus justes. Donc ça paraît simple, mais c'est de faire cet ensemble qui va être important. Deuxième point, des entreprises réalisent des benchmarks de rémunération
en utilisant par exemple un site qui s'appelle Numbeo, Numbeo, qui va aider à garantir une cohérence territoriale, parce qu'on est parfois dans des implantations différentes géographiques en France et même au niveau international. Là, je ne peux pas ne pas en parler, mais on a des grosses entreprises comme Michelin et le groupe ADO qui ont mis en place le salaire décent avec des barèmes existants. Donc, quand on est dans un cabinet de conseil, une entreprise à implantation internationale, ça vous coûte s'intéresser à ces notions de living wage, salaire décent. Donc voilà, la recherche de cohérence territoriale dans la rémunération. Le troisième point, c'est là qu'il y a une vraie bascule et qui arrive souvent avec la rémunération variable. On retrouve dans certains cabinets de conseil jusqu'à la moitié du bonus qui va dépendre d'objectifs collectifs. Et donc, autrement dit, la performance, elle ne repose plus seulement sur l'individu, elle devient vraiment une responsabilité collective. Donc, on voit bien le mouvement qui est en train de s'opérer chez beaucoup de cabinets. Certains allaient assez loin sur la part de ces variables apportées de manière différente. Certaines vont encore plus loin. Et il y a une belle pratique qu'on a trouvée vraiment intéressante, qui existe pourtant depuis longtemps, qui a été identifiée depuis 2018, mise en pratique depuis 2020 par un groupe de communication. Eh bien, c'est de mesurer ce qui est appelé le capital relationnel. Qu'est-ce qui est plus important dans un métier de service que la relation, la qualité des relations? En tout cas, c'est essentiel, ça fait partie des critères de choix, on le sait bien. Et donc, le capital relationnel, ce n'est pas un mot, c'est vraiment mesuré avec un score. Et ce qui est intéressant, c'est de le descendre à la personne, et donc de mesurer la qualité des relations auxquelles il a contribué avec les clients, avec les partenaires, et de récompenser celles et ceux qui contribuent à renforcer ce capital immatériel important, voilà, cette qualité de lien créé. Pour prendre quelques points sur la partie droite, là, on a vu des initiatives qui sont encore plus radicales sur le partage équitable de la valeur. C'est d'afficher un plafonnement d'écart de salaire entre le plus petit et le plus grand salaire. On a un cabinet, par exemple, qui limite ce ratio entre 1 et 4 et qui l'a même inscrit dans son modèle d'entreprise à mission. Donc, selon la taille, selon les niveaux, ces ratios dépendent, mais en tout cas, ils existent. Donc, c'est vraiment assez exemplaire sur le partage de la valeur. D'autres vont même jusqu'à distribuer le même nombre d'actions à tous les salariés. Là, on en a entendu parler, je vais le citer, c'est un choix symbolique du groupe ADO. C'est puissant, ça envoie un message extrêmement clair d'être dans une relation d'actionnaire à actionnaire. C'est une preuve de la création d'une culture de partage forte, et ça crée d'ailleurs cette impulsion et nourrit l'engagement. Et puis, un dernier point, là on revient sur des cabinets de conseil qui sont nombreux à le faire, mais bien sûr aussi d'autres entreprises, c'est de devenir société à mission, entreprise à mission. Il y en a plus de 2300 aujourd'hui en France. Et là, ce qui est intéressant sur le partage de la valeur, c'est de vouloir rendre pérennes les engagements de l'entreprise, parce que bien sûr, il y a une fixation d'objectifs RSE et d'objectifs impact qui est définie à un moment donné par les entreprises et auquel est associée des différentes formes de rémunération et de partage de la valeur. C'est encore plus pérenne quand c'est posé dans les statuts. Et donc, en plus, c'est soumis à audit tous les 2 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, dans le partage équitable de la valeur? Eh bien, c'est que la raison d'être nourrit, cette raison d'agir pour tous, est une preuve d'un engagement réel et sincère de cette volonté de partage de la valeur d'une entreprise. Finalement, toutes ces pratiques, elles racontent la même histoire. La rémunération, c'est plus un outil de gestion, ça devient un langage qui valorise vraiment l'entreprise, que valorise vraiment l'entreprise. Et c'est peut-être là le vrai changement, quand cette rémunération reflète pas seulement ce qu'on produit, mais aussi le monde qu'on veut construire. Donc on voit bien le lien avec celui qu'on veut construire à visée régénérative. Emmanuel, je te laisse poursuivre.
On va passer un petit moment là sur le management de la performance et surtout le management responsable et régénératif. Alors, on est tous assez d'accord, je pense, pour dire que le management est un sujet qui est souvent un peu épineux. Assez classiquement, devient manager celui qui a une bonne seniorité, qui a montré que il bossait bien, qu'il avait des résultats corrects, qu'il pouvait. Et après, l'étape suivante, c'était est-ce que ça en fait autant pour autant un bon manager? Est-ce qu'il a les qualités requises pour cela? Donc, quand on parle en plus de cela d'un manager responsable et avisé et régénératif, on met la barre très haute. La façon dont les cabinets qui se sont emparés de ces questions ont traité le sujet, ils ont essayé de contourner la simple relation duale entre un collaborateur et son manager. Ils vont travailler déjà, encore une fois, comme on l'a dit un petit peu plusieurs fois déjà depuis le début de cette séance, en co-construction. Donc, on voit des modèles de leadership où on co-construit ensemble un référentiel. J'ai interrogé 2-3 entreprises qui ont fait cela, qui ont demander à leur manager de travailler ensemble pour dire quelle va être notre référence et dont on va tirer un certain nombre d'implications actionnables, d'outils et de suivi, et voire même d'outils de mesure. Alors là, on vous en cite un qui est le iCare, qui n'est pas d'une boîte de conseil, mais qui montre bien que l'inspiration, la confiance, la récompense, le résultat, l'engagement étaient des piliers. Et autour de cela, ils ont construit ce que pouvait être un management régénératif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de conduire les opérations correctement et s'assurer que le bonhomme ou la personne est motivé, mais c'est d'aller un cran plus loin avec ce référentiel. Un point intéressant, c'est la question de l'erreur. On a tous horreur de faire des erreurs et on ne réagit pas du tout de la même manière selon qu'on on en fait une grosse, une petite, ou si on va la planquer. C'est un sujet qui a été aussi mis sur la table par un certain nombre de sociétés qui ont dit mais l'erreur, comme disait Mandela, soit je me trompe jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Et ben cette devise-là a été faite sienne de la part d'un cabinet qui s'est dit comment on travaille sur l'erreur pour que ça soit en fait de l'apprentissage et que ça ne soit pas caché. Et puis comme ça, je ne vais pas tous les citer parce que le temps nous manque, mais comme ça, nous avons eu quand même beaucoup d'exemples, de travaux très intéressants sur la question du management. Quelquefois, il y a eu des expériences un peu ludiques sur la façon de faire vivre le binôme manager-collaborateur avec des tiers. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure sur la question de la santé, mais aussi des tiers qui sont là pour évaluer, aider le binôme à bien fonctionner ensemble, parce qu'entre un manager et un collaborateur, tout n'est pas dans le sac du manager, il est aussi dans celui du collaborateur. Et cette idée de faire travailler le manager et le collaborateur ensemble pour travailler sur les postures, moi je l'ai trouvé en tout cas très original, et personnellement je l'avais jamais expérimenté dans ma société. La question des revenus du mécénat, vous voyez ce dernier point, la responsabilité sociétale dans le rôle du manager, avec des dispositifs. Alors ici, on vous cite 3 jours par an, il y en a qui mettent 1 journée par an de mécénat de compétences. C'est aussi un élément intéressant lorsque le manager et son collaborateur vont sortir de l'entreprise ensemble et agir ensemble auprès d'une association ou d'une cause particulière, ou faire partie d'une sorte de hackathon. À chaque fois, ces cabinets, on s'est rendu compte, ont cherché à mettre un nouveau ciment entre manager et collaborateur en dehors des habitudes et de ce que l'on voit. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a eu vraiment une réflexion. C'est-à-dire qu'encore une fois, on s'est dit le management, c'est fondamental. Comment on le travaille autrement, comment on sort du cadre. Il y a quelques pépites ou quelques points d'attention particulières où là, on sort sacrément du cadre. En tout cas, c'est loin d'être la majorité. C'est les modèles holacratiques où en fait, ça vise particulièrement l'évolution du rôle des collaborateurs, leur capacité à prendre la parole dans différents sujets, sans qu'il y ait de relation hiérarchique, mais qui est plutôt une animation de l'intelligence collective. Et ce collectif, franchement, je ne sais pas si vous allez le sentir, mais il est aussi en toile de fond partout. Le fait de miser le collectif. Et nous-mêmes, on s'en est rendu compte en travaillant ensemble, 9 cabinets différents, jouer le collectif, même dans les relations qui sont aujourd'hui des relations hiérarchiques, ça vaut le coup. Il y a des modèles radicaux où là, il y a la suppression du manager qui pose d'autres sujets, mais qui interpelle de manière intéressante, même si on n'adhère pas ou qu'on n'a pas envie d'aller à cet endroit-là, parce qu'on pense que ce n'est pas possible chez nous. Je trouve que c'est intéressant d'aller le creuser parce que ça parle de la conscience.
C'est-à-dire, dans ces modèles radicaux, je fixe ma rémunération en conscience. Dans ces modèles radicaux, je fixe mon parcours de formation en conscience. Alors, il y a des garde-fous, mais ça fait réfléchir. Et même si on ne va pas jusqu'à ce modèle radical qui a bien des intérêts, et le cabinet qui le suit en a tiré énormément d'intérêts, hein, donc lui ne le remettrait pas en cause, mais tout le monde, toutes les sociétés. En revanche, il y a des thèmes et des réflexes managériaux très intéressants à travers ces modèles-là. Et je vous invite à les creuser de temps en temps, simplement parce que ça permet d'ouvrir les chakras. Sophie, je te redonne la parole. Pour ce thème, combien essentiel, la question c'est comment on passe de la mixité à une véritable inclusion. Alors pendant longtemps, la réponse a été assez simple, hein, améliorer la parité femmes-hommes, ce qui est un objectif important, mais qui ne suffit plus. Donc les organisations que nous avons rencontrées, eh bien, elles cherchent à rendre réellement accessible leur organisation, les emplois, à des personnes différentes, avec des parcours, des expériences et parfois des vulnérabilités très diverses. En prérequis, on va voir, je vais résumer en trois choses, trois points. C'est d'abord sortir d'une logique d'action isolée, une somme d'actions, et vraiment agir sur des mécanismes profonds, des mécanismes clés, celui du recrutement, de l'évaluation, de la promotion. Et puis c'est quoi le leadership? Deuxièmement, c'est une approche de diversité profondément régénérative. C'est rendre finalement l'entreprise, l'organisation habitable pour tous, avec une justice sociale, une sécurité psychologique, etc., l'accès à des ressources. Troisième point, c'est la mesure. Mesurer concrètement la représentation, les écarts, les biais dans les processus, parce que sans indicateurs, les intentions sont invisibles. Avec ces trois prérequis, on a vu des pratiques particulièrement intéressantes. De la même manière, je ne vais pas toutes vous les citer. Quelques-unes. D'abord, effectivement, poser des objectifs sur l'équité, utiliser des indicateurs, les suivre, analyser les écarts et voir ce qui progresse réellement ou pas. Donc, vraiment objectiver. Ensuite, les cabinets s'attaquent beaucoup aux biais dans les pratiques de recrutement. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est formaliser une trame d'entretien commune à tous les managers pour homogénéiser les évaluations et vraiment aller dans cette formalisation donc importante, mais aussi des expérimentations plus radicales comme le recrutement sans CV pour des stages de pré-embauche par exemple, ou alors certaines informations personnelles, âge, genre, adresse, sont volontairement retirées. Donc des pratiques comme ça pour être plus impartial. Et il y en a beaucoup d'autres. Autre chose, on va sécuriser les parcours pour des personnes, par exemple, en situation de handicap. Vous savez bien, il y a le sujet du handicap visible et invisible, qui peut être marqueur d'un... Eh bien, en fait, les entreprises qui sont les plus exemplaires et les plus matures dans ce domaine, elles ont mis en place des actions pour aider la déclaration de ces situations, avec des dispositifs pour que la déclaration soit faite de manière confidentielle, parce que c'est souvent, les personnes ont du mal à l'exprimer. Or, une adaptation du poste de travail assez simple et peut être possible parfois. Donc, en tout cas, des dispositifs avec des sas de sécurité pour déclarer de manière confidentielle et trouver des adaptations au poste ou à des horaires. On a vu aussi une volonté de créer de la cohérence, donc ça, vous en entendez beaucoup parler, des chartes diversité-inclusion, des chartes LGBT+, différents types de chartes, mais aussi des formations sur les discriminations ou encore des plateformes de signalement pour traiter des situations sensibles. Finalement, c'est l'ensemble de tout ça et l'accès facile pour pouvoir s'exprimer, communiquer, qui va renforcer la confiance. Dans des pratiques un petit peu plus innovantes encore, dans nos pépites ici à droite, eh bien, on va voir des entreprises qui veulent vraiment explicitement sortir du clonage,
Là, elles font appel à des cabinets spécialisés. On peut citer Mosaïque RH qui fait un excellent travail dans ce domaine. Donc, avoir des partenaires qui vont aider à identifier des profils, les accompagner et puis les intégrer pour enrichir la diversité des équipes. La diversité et l'inclusion, ça va au-delà des murs aussi. Et on va avoir, on a trouvé un exemple intéressant, c'est une entreprise, la Hors Cabinet de Conseil, qui avec une association a construit un parcours de recrutement pour faciliter l'insertion de jeunes éloignés de l'emploi. Donc, hackathon, construction. Le parcours a été validé par des jeunes eux-mêmes. Et puis, ils sont allés jusqu'à partager ce parcours de recrutement inclusif en open source. Donc, voilà des pratiques extrêmement intéressantes sur une approche plus inclusive qui modifie, qui permet à chacun de trouver sa place. Romain, je te laisse poursuivre. Ouais, merci Sophie. On arrive presque à la fin du spectre avec le D7, du recrutement à la gestion de l'image employeur. Sophie, tu as dit beaucoup de choses sur l'inclusion et le recrutement en tant que tel, notamment lié à la diversité. J'y reviens pas. Mais peut-être se dire que là, l'accent, c'est vraiment de passer d'un recrutement qui est transactionnel à en faire un premier acte d'incarnation de la raison d'être. On a parlé de raison d'être, de société à mission, et finalement, l'acte de recrutement, il est un peu un moment clé. Et l'enjeu pour des entreprises à visée régénérative, c'est de construire une cohérence radicale entre les promesses et puis l'expérience qui est réellement vécue par les candidats ou les nouvelles recrues. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce qu'on peut avoir un monde de la RSE, de la stratégie d'entreprise, des process, et puis un monde du recrutement qui parfois transmet pas exactement les mêmes choses, ni dans la forme, ni dans le fond. On se dit que globalement, c'est un moment où on construit du sens et que c'est pas à l'entreprise d'apporter tout le sens, c'est quelque chose qui est à construire entre les deux, mais encore faut-il que l'entreprise soit claire sur ce qu'elle apporte. Et pour ça, il y a quand même des outils ou des manières de répondre à ces enjeux qui sont assez différentes dans les entreprises qu'on a interrogées. Ça peut être d'inscrire vraiment les dimensions du régénératif dans les fiches de poste elles-mêmes. Ça peut être évidemment former les recruteurs ou avoir des recruteurs en binôme ou à plusieurs pour porter ces enjeux du régénératif, en faire des sujets de recrutement, hein, des sujets d'échange, d'argumentation, pour que la rencontre se fasse, la congruence se fasse vraiment sur ces sujets, qu'on se choisisse. Et puis, c'est réussir aussi le moment de l'onboarding des premiers temps, où on se dit que là, c'est un peu un moment de vérité entre l'entreprise et les nouveaux recrutés. C'est créer la relation dans les 2 ou 3 premières semaines avec des rites de cohésion, avec des rencontres de pairs, mais aussi en horizontalité avec les dirigeants pour permettre d'accrocher très très vite la relation avec les nouveaux arrivés. Et puis c'est peut-être mesurer aussi la qualité de cet onboarding, pas sur uniquement les premières semaines, mais sur un temps plus long et processer vraiment cette arrivée de manière à pouvoir être dans une logique d'amélioration continue. Je pense que c'est ce que Emmanuel disait aussi sur la co-construction. C'est quelque chose où on peut itérer et progresser sur ces questions-là. Et on a l'impression qu'il y a pas mal de pistes, mais qu'on n'est pas nombreux à avoir mis tous les éléments bout à bout sur ces questions. Donc il y a sans doute encore un peu de travail. Sophie, je te laisse sur la dernière partie. Tout à fait. Et je vais faire rapide. Sur le dialogue social, ce qu'on a observé dans plusieurs organisations, c'est une évolution intéressante où le CSE, les représentants du personnel, les OS, ne sont plus seulement consultés, mais impliqués. Et pour être très clair, un point qui nous a marqué, c'est que les organisations les plus inspirantes ne sont pas forcément celles du conseil. Certaines entreprises de 17 000 ou même de 24 000 personnes dans d'autres secteurs ont mis en place ces pratiques. Donc, si c'est possible à cette échelle,
c'est possible ailleurs. Et comment elles font? Donc, je vous passe les prérequis qui supposent d'avoir envie de sortir d'un dialogue social traditionnel, d'inviter les représentants, etc., de faire évoluer la gouvernance. On a vu, eh bien, des formations aux enjeux de transition sociale et environnementale qui sont même parfois rendues obligatoires, et ça a marché. Des espaces de dialogue qui sont réguliers, qui sont formels, mais qui sont aussi informels. L'intégration d'un représentant du personnel dans un copil RSE et même la proposition de participer au projet. Là, on retrouve de la co-construction de dispositifs RH, gros programme de protection sociale OneCare pour un groupe, de la mesure des indicateurs du temps de travail, du repos, ça c'est un vrai sujet de travail pour arriver notamment à la construction d'une charte de déconnexion avec eux, avec les représentants du personnel. Et puis, si on va plus loin, on a vu qu'il y a eu une implication de toutes les parties prenantes pour des entreprises sur la construction projective d'une vision à 10 ans de leur entreprise, impliquant évidemment les représentants du personnel, le CSE. Et donc, ça, c'est vraiment... ça existe et c'est possible. Je vais conclure en parlant d'une chose qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a la CEC qui a un thème spécifique sur le dialogue social. On a échangé avec eux aussi. Et en fait, des entreprises qui sont assez exemplaires dans ce domaine vont inviter, proposer à leurs représentants d'aller faire la CEC, d'aller dans leur secteur, dans leur région, d'aller faire la CEC dialogue social. Donc, on a hâte d'un travail qui sortira sûrement de cette CEC dialogue social en cours pour contribuer à la transformation collective des entreprises. On a terminé sur les domaines. On sait que c'est beaucoup d'informations. Vous aurez le replay et le support. On espère que c'était suffisamment compréhensible. Mais en tout cas, pour poursuivre la réflexion, ah oui, voilà, Emmanuel, peut-être tu veux le dire. Oui, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. On a parfaitement conscience qu'on a délivré en 1 heure beaucoup de choses et que c'était très dense. C'était notre parti pris, comme je le disais en introduction, était de brosser le maximum d'informations. Mais ce n'est que le démarrage de notre cheminement, en fait. Et on a pris beaucoup de plaisir à bosser ensemble, à confronter nos idées, à voir quelles étaient les priorités, etc. Donc, on va diffuser prochainement un livre blanc qui rentrera plus dans le détail sur toutes ces thématiques. Donc, vraiment, vous vous y retrouverez parce que vous retrouverez tous les thèmes, mais plus posé et un peu plus développé. Et ça nous importe beaucoup de se dire que c'est le démarrage de quelque chose. On a envie d'initier quelque chose, tous les 9 cabinets qui avons travaillé ensemble là-dessus avec vous. On sait qu'il y aura des temps de partage organisés avec Syntec Conseil pour la profession. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, suivez bien, si pour vous qui êtes Syntec, l'actualité. Vous avez des questions, ça serait normal, ou en tout cas, si vous voulez, vous nous les posez. On a mis le contact et on se fera fort, Romain, Sophie ou moi, ou les autres personnes de notre groupe de travail, d'y répondre. Et d'ailleurs, on y répondra. Je me suis engagé à répondre à une question, celle d'Elsa, qui demandait si les tiers intervenants pouvaient être de l'interne ou de l'externe. Je ne ferai qu'une réponse rapide et si vous en voulez plus, écrivez-nous et puis on peut en discuter. Il n'y a pas de solution toute faite. En fait, on s'est rendu compte que les différents cabinets qui ont mis ça en place, selon leur culture, ont préféré l'externaliser ou ne pas l'externaliser. Ont vu l'opportunité de ne pas l'externaliser en pouvant proposer des nouvelles trajectoires à certains managers qui prenaient ce rôle-là. Et dans d'autres cas, préfèrent l'externaliser pour des raisons d'objectivité, d'anonymat, etc. Donc, je suis désolé, je ne peux pas répondre en vous disant c'est ça qui marche parce qu'en fait, c'est tellement lié au profil de l'entreprise, son histoire et les raisons pour lesquelles il met ça en place qu'il n'y a pas de solution toute faite. D'ailleurs, Emmanuel, ce que tu dis, ça décrit quand même pas mal une des convictions qu'on a eues, enfin qui a émergé là, en échangeant sur tous ces éléments et ces pépites, c'est qu'il n'y a pas un chemin et il faut pas le prendre comme un menu où il faudrait faire entrée, plat, dessert forcément. C'est une carte où il faut vraiment adapter et on n'a pas vu une entreprise qui est leader et qui coche toutes les cases. Chacune a son chemin. Laurie, Tout à peut-être fait. si tu peux projeter le dernier slide.
parce qu'on ne veut pas perdre contact avec vous et surtout continuer à vous donner des contenus. Donc, vous aurez le support, mais s'il y a un slide à conserver en photo, c'est celui-ci, avec la présentation des communs. Carla, je me rends compte que je prends ta place. Est-ce que tu veux continuer, s'il te plaît? Bah, très rapidement, je peux continuer. En fait, dans cette même série de présentation des communs de Conseil Régène, vous pouvez retrouver en replay le webinaire de la semaine dernière, pardon, du mois dernier, c'était en février. Donc, c'était notre outil feuille de route, la roadmap Régène, qui était animée par Nicolas, que j'ai vu d'ailleurs dans les petites vignettes. Donc, je pense qu'il est là aussi. Et ce webinaire sera également disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Donc pour l'instant, non, mais on l'ajoutera. Et on voulait aussi vous annoncer qu'il y aura un webinaire bientôt, d'ici peu, organisé par le GT, le groupe de travail de la mesure d'impact. Et on vous donnera plus d'informations d'ici dans les prochains jours. En fait, on va partager. Suivez-nous sur LinkedIn pour être au courant de nos prochains événements. Et voici, vous avez les liens du coup de notre site internet pour en apprendre plus sur Conseil Régène. Et également notre page Eventbrite si vous voulez être sûr de ne pas manquer nos futurs webinaires. C'est là qu'on les annonce en général. Et c'est là qu'on peut s'inscrire. Voilà, je pense que j'ai tout dit si jamais tu voulais conclure, Sophie. C'est parfait. Vous voyez, la porte est ouverte. N'hésitez pas à nous contacter. On sait que c'est le début d'une réflexion. Merci à tous de votre présence et de votre participation. Merci à tous d'avoir été là et on vous souhaite Belle journée. une très bonne journée.